Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 7 mai 2025. On se retrouve avec un Bitcoin à 96 500 $ en progression de 2% sur les dernières 24 heures. Ethereum qui suit toujours derrière 1830, 1%, 0,26. Donc ça reste du côté des altes relativement contenu. On a malgré tout un plus 11% du côté de Litecoin à la 19e place, 4% pour Hyperliquid qui a sa ligne intégralement dans le vert. C'est également le cas juste au-dessus de Bitcoin Cash. Donc c'est peut-être le retour des dinosaures à nouveau. Le CRO de Crypto.com, pareil, dans l'intégralité dans le vert, juste sous les 10 centimes, 2,64 milliards de capitalisation. D'ailleurs, c'est assez incompréhensible quand on sait qu'ils vont remettre au marché 70% du supply qu'ils avaient gelé. Après, peut-être qu'ils sont revenus en arrière. J'ai pas tout vérifié récemment, mais ça me paraît un peu bizarre. On a AAV également 33e place à l'équilibre, 174 $ ce matin. On a également le Fast Token à la 43e place et on clôture le top 50 comme d'habitude, ça ne change quasiment jamais, avec Ethena, Celestia, Arbitrum, autour de 1,5 milliard de capitalisation. Le 4 heures au niveau du Scalpex, il aura suffi qu'on s'approche à nouveau des 100 000 $ pour avoir le Crypto Fear and Greed qui repasse dans la simple euphorie, entre guillemets, autour de 67 sur cet indicateur qui, comme vous le savez, est borné de 0 à 100. Plus on est proche du 0, plus on est dans l'extrême peur, plus on est proche du 100 et plus l'euphorie règne sur les réseaux sociaux. En tout cas, pour l'instant, la zone à ne pas perdre sous peine de repartir au sud, ça sera dans l'immédiat entre 91 et 93 000 $. La zone sur laquelle il faudra s'affranchir pour aller plus haut, ça sera les fameux 100 000, tout simplement. Et ensuite, on a un autre petit support au sud autour de 87 000. Donc voilà, pour l'instant, on a une construction qui est plutôt très propre aux abords de cet été, depuis le point bas des 75 000 $. On espère bien entendu que entre ces fameux 75 000 et les 100 000, on va réussir comme ça à casser un peu la volatilité au cours de cet été pour avoir quelque chose d'un peu plus explosif autour de la rentrée. Notre partenaire du jour, il s'agit de Bitvavo. Donc c'est un échangeur qui est proposé en première place du côté des Pays-Bas, sur lequel ils sont désormais leaders. C'est bien entendu Psan. Pour ceux qui sont en France, c'est le plus important et vous avez la possibilité donc de trader 384 crypto-monnaies à ce jour. L'application est extrêmement simplifiée. Vous avez des frais qui sont très bas et ils ont les meilleures paires, notamment en euros, mais pas que, puisque vous pouvez tout à fait trader en USDC également. Vous avez une application qui est intuitive, la conformité légale, l'assurance, comme pour les banques, d'avoir les fameux 100 000 € qui sont protégés. Donc ça fait quand même pas mal de choses qui sont intéressantes. Et je sais que vous, dans la communauté, vous êtes beaucoup aussi à, en plus d'avoir un portefeuille comme ça sur lequel vous investissez pour du long terme, chose que vous pouvez tout à fait faire avec Bitvavo et également du staking directement dans votre application. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Vous avez des personnes qui ont un petit 5-10% du portefeuille qu'ils vont mettre comme ça pour du trading un peu plus régulier. Donc voilà, j'essaie de vous donner toutes les solutions et toutes les possibilités sur la chaîne. Vous avez également la possibilité de faire un DCA avec les achats récurrents et de ne plus vous en soucier. Donc pour ceux qui voudront aller plus loin et aller sur la plateforme de trading un peu plus actif, vous avez donc l'écran que vous avez déjà vu sur bon nombre d'autres échangeurs et qui vous permet là aussi de passer des ordres et de rentrer, sortir quand vous le souhaitez. Et le tout avec la plus grosse liquidité sur les paires en euros. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en commentaire et description pour ceux qui souhaiteraient aller découvrir Bitvavo qui est le leader du côté des Pays-Bas et qui sont en train de s'implanter très très vite en zone euro. Et on passe à la suite donc avec la mise à jour aujourd'hui de Pectra sur la blockchain Ethereum. Il s'agit d'un hard fork qui permettra notamment via au total 11 propositions, mais je crois qu'il y en a même un petit peu plus que ça. Les propositions, c'est les fameux EIP. Alors vous m'excuserez pour mon anglais complètement pété, mais c'est EIP, Ethereum Improvement Proposal. Et quand on a par exemple du côté de AAV, c'est des AIP, AAV Improvement Proposal, ça fonctionne à peu près pareil. En tout cas ici pour l'EIP 7702, l'amélioration de l'expérience utilisateur via les wallets et l'abstraction de compte, ça c'est un truc très important et qui est demandé depuis très longtemps par les utilisateurs. Le IP 7251, augmentation de la limite supérieure des validateurs de 32 à 2048 Ethers. Donc on va pouvoir, pour les plus richissimes d'entre vous, mettre 2048 Ethers. Je pense qu'il n'y a pas grand monde à ce jour qui a une telle somme. Déjà 32, ça devient très très difficile. Donc ça permettra d'avoir des validateurs assez imposants et de ne pas avoir je ne sais combien de validateurs. Le IP 7691, augmentation du nombre maximum de blobs pour améliorer la scalabilité des rollups. Bien entendu,
entendu, c'est pas une liste exhaustive comme vous l'aurez compris et ça va beaucoup plus loin que ça. Mais voilà, le petit résumé du jour pour cette mise à jour qui était attendue depuis très longtemps. Et on part avec Alexandre Baradez pour les premières discussions qui sont prévues entre les États-Unis et la Chine ce week-end pour chercher dans un premier temps une désescalade qui, elle, n'a pas l'air d'être le cas en ce moment du côté du Pakistan, de l'Inde et tout ça. Donc, d'un point de vue géopolitique, on a l'impression à chaque fois que ça se tasse un petit peu d'un côté, il y a tout qui pète d'un autre côté. Donc, voilà. Pour la bourse, en tout cas, pour l'instant, ça a eu le mérite de propulser à nouveau le gold au-delà de 3400$ l'once, sachant que récemment, il s'était arrêté autour de 3005. Et désormais, les analystes tablent en 2025 sur 4000$ l'once pour le gold. Donc, c'est assez fou, hein, la période qu'on est en train de traverser. En tout cas, TrendSpider nous disait qu'on est en train de potentiel de retournement du côté de Tesla, avec des points hauts de plus en plus hauts et des points bas qui le sont également. Le biais financier qui mettait sa petite infographie au sujet de Hermès, très intéressant. Et je trouve que ces one-pager comme ça, ces fiches pratiques vis-à-vis des actions, vis-à-vis des résultats, on peut vraiment en un coup d'œil se faire un avis sur une société. C'est très intéressant et ça nécessite malgré tout, au travers d'une simple infographie comme ça, beaucoup de travail en amont. Donc félicitations à tous ceux qui proposent ce genre de boulot. La Bitcoin dominance qui vient de chercher les fameux 65%, donc c'était Goku qui mettait ça en avant hier, et ça n'était pas sans rappeler donc l'analyse technique qu'on a produite ce lundi dans l'Oracle News vis-à-vis de Chainlink, et donc si contre le dollar en effet Chainlink avait fait de souvenir à peu près 550%, donc il est juste en dessous du Bitcoin. Quand on regarde face à la première crypto-monnaie du marché, donc le Link contre le BTC, eh bien on est en train de baissière là pour le coup depuis 2021 avec une baisse cumulée globale de moins 87%. Alors quand on regarde un peu plus dans le détail, oui, ça n'a pas fait que baisser. On a eu plus 125%, suivi d'un moins 61, plus 152 suivi d'un moins 68, plus 115 suivi d'un moins 56. Mais vous voyez qu'au long terme, on se fait énormément de mal du côté des altcoins. Et on en discutait hier du côté du Discord sur le chat général, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très complexe à accepter en fait pour les particuliers que nous sommes, de s'être trompés sur les altcoins et bon nombre d'entre eux, puisque aujourd'hui c'est assez difficile là dans l'immédiat de se projeter sur 2 ans, 3 ans, 4 ans supplémentaires et de savoir tout simplement qu'est-ce qui fera une performance sur un aussi grand laps de temps. Et la problématique, même quand on arrive à trier et à ne plus avoir que 5 ou 10 lignes du côté des alts, puisque là aussi la discussion d'hier a tourné autour d'une personne, mais c'est pas le seul, il y en a plein comme ça, qui avaient une cinquantaine de lignes au niveau des altcoins et qui voulaient justement tailler un peu dans le gras ce portefeuille pour ne plus avoir cette charge psychologique, puisqu'au plus vous avez des lignes, au moins vous allez toutes les surveiller, vous vous en doutez bien, c'est assez problématique au long terme d'avoir autant de lignes dans un portefeuille et à la fin vous allez complètement lâcher la rampe et votre portefeuille avec. Donc vraiment c'est un truc très très important à mon sens, en tout cas aujourd'hui, à avoir en tête que quand vous détenez des altcoins au long terme, passez systématiquement au moins une fois pour vous faire une opinion, votre alt face au Bitcoin. Et si c'est un ensemble, malheureusement, comme on l'a vu ici pour Chainlink, mais c'est tout à fait vrai pour 98-99% des autres altcoins, et encore pire pour ceux qui ne se sont pas maintenus face au dollar, face au Bitcoin, ils sont complètement dead. Et bien, dans ce cas précis, plutôt que de nourrir de votre côté psychologiquement l'espoir qu'il y a un espoir qu'un jour ça fasse 1 fois 2 fois 3 fois 10 machin, pour essayer tout juste de vous sortir les miches de l'eau et que vous puissiez sortir à moins 50% ou quelque chose dans ces eaux-là par rapport à votre position initiale, autant rester directement dans la première crypto-monnaie du marché, ce qui aura au moins le mérite de vous faire infiniment moins de nœuds au cerveau et au long terme, peut-être que vous ne ferez pas la performance que vous auriez potentiellement faite du côté d'un altcoin, mais aussi, vous savez que la volatilité est moindre sur la première crypto-monnaie du marché quand on compare comme ça au long terme du côté des bons vieux altcoins. Rockstar qui publie un second trailer pour GTA 6, désormais attendu pour fin mai 2026, donc dans un peu plus d'1 an. L'action de Take-Two a bien rebondi et d'ailleurs elle n'est pas très loin d'avoir récupéré l'ensemble de la baisse qui s'était produite ces derniers jours. Et on reste un instant dans les jeux puisque c'est désormais 2 millions de copies qui ont été vendues du jeu Clair Obscur. Un succès sans frontières pour ce jeu made in France du studio Soundfall Games et qui est un petit studio montpelliérain, donc c'est assez extraordinaire l'aventure qui est en train de se dérouler autour de ça et le buzz aussi quelque part, hein, c'est un peu le même FOMO qu'on peut avoir
Nous, du côté justement des cryptos ou des actions ou même du gold, là, quand d'un seul coup il est devenu beaucoup plus brillant une fois à 3 500 $ l'once, alors que 1 ou 2 ans en arrière, tout le monde vous en parlait négativement, hein, du gold, ça, il n'y a même pas à chercher. Donc c'est vrai que c'est toujours marrant de voir comme ça des phénomènes de société et des phénomènes d'emballement à grande échelle. BlackRock qui a acheté 6 900 bitcoins pour un total de 655 millions de dollars, donc le géant de la finance qui détient désormais 3,14% du supply du bitcoin en circulation, c'est assez fou. C'était mis en avant par Cryptost. On a Coty qui a été sélectionné par la Banque Centrale Européenne comme partenaire dans le cadre du projet d'euro numérique, donc Coty Network qui collaborera avec d'autres entreprises telles qu'Accenture, KPMG, Tata. Le tout pour tester les solutions de paiement, donc l'euro numérique, a priori ça va arriver, hein, c'est pas juste un fantasme ou un bruit de couloir. Un petit, on va dire hors sujet au niveau du temps avec Étienne Klein qui était au micro de Mouloud Achour, ça devait être donc sur Canal. Vous avez un petit extrait de 2 minutes qui met les choses en perspective et qui fait parfois un peu mal à la tête. Et enfin, on plongera quelques instants dans ce sujet du jour avec Alexandre Stachenko qui mettait en avant le fait que via cette réglementation en Europe en ce moment qui est en train vraiment de serrer la vis, mais dans des proportions qui sont complètement ubuesques pour le coup, eh bien, on arrive potentiellement vers une illégalité du Bitcoin en Europe. Et non, ça n'est pas juste un gros titre comme ça sorti de nulle part. C'est juste que tout ce qui est vie privée est menacé puisque dans un premier temps, comme vous le savez, que ça soit en France pure et dure ou en Europe vis-à-vis de MiCA, il y a pas mal de lois en ce moment qui prennent pour acquis, entre guillemets, ou qui voudraient prendre pour acquis du moins, le fait que dès qu'on est en crypto-monnaie et surtout toutes les personnes qui ont déjà utilisé un mixeur ou qui ont déjà utilisé du Monero ou quelques couches d'anonymisation, que ce soit en vue justement de préserver son anonymat, puisque c'est pas tout le monde qui fait des carabistouilles, du trafic ou je ne sais quoi, eh bien toutes ces personnes dans un premier temps seraient considérées comme suspectes et c'est tout à fait ce vers quoi va la loi qui est nommée notamment là, qui avait été votée il y a pas longtemps, je sais pas du tout où ça en est d'ailleurs, qu'ils avaient qualifié de narcotrafic, donc on en plaisantait entre nous, mais ça nous fait clairement rire jaune, puisqu'en ce moment quand on fait l'addition de tout ce qui est en train de se passer, d'un côté il y a des gens qui se font kidnapper et couper des doigts, de l'autre le côté régulation et réglementation, on a l'impression que dès qu'on a 100 balles dans le game en crypto, on va nous prendre pour Al Capone, et le peu de fois où les journalistes aussi s'intéressent au sujet, c'est pour parler des dramas. On n'a jamais eu autant de journalistes qui nous ont contactés, j'ai l'impression tous les influenceurs entre guillemets réunis et confondus, pour parler justement du côté dramatique de la chose. Donc au plus on avance sur la zone EU élargie, on va dire, au plus on a l'impression que voilà, on est face à un mur et qu'à chaque fois qu'on franchit un petit mur, il y en a un plus grand derrière. Et là, par rapport à cette interdiction donc et les guidelines de la protection des données sur une version finale qui a été donc un peu déroulée ici par Alexandre, eh bien toute cette problématique de, on va dire, anonymisation qui est impossible aujourd'hui malgré tout au travers de la blockchain, puisque la blockchain, c'est aussi la beauté du truc, c'est un livre ouvert. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, tous ceux qui kidnappent des gens ou font des trucs un peu sales dans ce sens, eh bien, ils n'ont quasiment aucune chance de succès, puisqu'on va pouvoir suivre le flux, un peu comme on suivrait le petit poussé qui aurait lâché des cailloux tout du long. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est face à malgré tout des personnages qui sont mal éduqués ou pas du tout éduqués, et c'est ce qui crée ces situations un peu dramatiques. En tout cas, là, vis-à-vis de l'anonymisation en tant que telle, bien, le droit à la vie privée, le droit à la propriété privée, le droit au self-custody quand c'est son propre argent, au travers de l'argent liquide dans un premier temps, depuis que l'argent liquide existe. Je ne sais pas quand est-ce qu'a été introduit l'argent liquide, mais bon, bref, on ne va pas rentrer dans les datas techniques de temps ou voilà, les années de quand on est passé de l'or au machin, au bidule. Toujours est-il, aujourd'hui, le but, on va dire, que l'on pressent derrière, et notamment quand on parle du fameux euro numérique, ça va être bien entendu la disparition du cash, de l'argent liquide, pour pouvoir tracer le moindre euro. Et la problématique encore pire qu'il y a derrière, c'est bien entendu à partir du moment où on peut tracer le moindre euro, on va pouvoir potentiellement vous dire à qui vous avez le droit de l'envoyer ou de ne pas l'envoyer, on va pouvoir geler vos fonds comme ça en un claquement de doigts. C'est déjà le cas, je vous le rappelle, des sociétés privées comme Tether avec l'USDT ou Circle avec l'USDC. Aujourd'hui, s'il y a le moindre problème qu'on vous soupçonne de quoi que ce soit, vous inquiétez pas qu'à un instant, il y a quelqu'un qui va cliquer sur un bouton et votre wallet
en USDC ou en USDT, il sera totalement inutilisable, ou au pire, ils vous laisseront le transférer, mais les échangeurs vous diront, eh bien voilà, vous êtes blacklist, on ne veut pas entendre parler de vous. Donc ça, c'est un truc très très important qui est en cours, et c'est vrai qu'à terme, on se demande si la finalité, d'un point de vue purement légal, serait pas le fait que Bitcoin devienne tout simplement illégal en Europe. Et c'est un truc sur lequel on a la sensation qu'il travaille depuis très longtemps. Pourquoi ? Puisque systématiquement, la BCE, au travers de Christine Lagarde ou d'autres personnages, ont tendance à faire des sorties en mode « Oula, les crypto-monnaies, attention, même si maintenant les États-Unis sont dessus, on a l'impression que ça va mettre à mal le système économique mondial, ça pourrait fragiliser la stabilité financière en Europe et blablabla. » Enfin voilà, si vous voulez, on est resté à 2-3 ans en arrière quand il n'y avait pas Donald Trump, qu'il n'y avait pas les ETF aux États-Unis, etc. sur le continent européen. On n'est pas du tout avancé et au contraire, à chaque fois qu'on en parle, on a l'impression qu'on fait un pas supplémentaire en arrière. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez vis-à-vis de la vie privée, vis-à-vis de l'utilisation que vous pouvez faire de vos crypto-monnaies. Est-ce que si un jour on vous empêche justement d'utiliser jusqu'à du Bitcoin en zone EU, vous seriez apte et prompte tout simplement à déménager et à vous expatrier pour continuer justement de pouvoir vivre librement, entre guillemets? Est-ce que l'euro numérique vous fait peur? En tout cas, là, on a vraiment un truc qui est en train de se mettre en place. Et quand on parle souvent du côté chinois et du côté, on va dire, très suivi, le crédit score social, etc., petit à petit, là, on arrive quand même à des dérives qui, pour la zone européenne, sont assez difficiles à faire passer. 96 663 $, on travaille au-dessus de la moyenne mobile 20, au-dessus de la petite trend. Finalement, le double bottom ici qui s'est fait autour de la moyenne mobile 50 et des 75 000 $ à 80 000, plus ou moins 78 000. On avait le petit W ici également sur le RSI 44 hebdo. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Et on n'est pas si mal aligné en fait aux abords de l'été pour digérer, continuer de digérer tout ça pendant les 3 mois estivaux, et ce qui nous permettra de nous relancer, je l'espère comme vous tous, autour de cet automne. En tout cas, ça nous permettra à nous aussi potentiellement de souffler cet été. Ether 1832, après être venu chercher les 1400 que constituait l'ancienne ATH de 2018. Donc on repart de très loin pour Ether, et je pense que nos portefeuilles, pour quiconque a investi sur Ether sur ce cycle, on le sent passer. C'est aussi pour ça que c'est un peu cocasse de voir autant de braquages de personnalités crypto, ou parfois même des petits portefeuilles qui ont dit « Oula, il y a des gens qui commencent à me sonder, à nous chercher et tout pour savoir combien on a, pourquoi, comment », alors qu'au final, il y a l'immense majorité des gens qui se sont complètement fait éclater sur ce cycle. Et c'est pour ça que souvent, le temps que l'information arrive et arrive jusqu'aux mauvaises personnes, eh bien la situation d'une personnalité a pu changer du tout au tout. Et c'est là où c'est encore plus dramatique, c'est que les personnes comme ça qui vont commettre ce genre de méfaits pour quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros ou de dollars pour les petites mains, parce que derrière, même s'ils arrivaient à taper, je sais pas moi, 500 000, 1 million ou 2 millions, bah, les petites mains qui ont commis le méfait, le kidnapping, vont toucher une part infime de tout ça. Et donc, il y a des personnes comme ça qui sont prêtes à risquer soit de se faire descendre par la police lors d'un assaut, puisque quasi systématiquement, ça s'est terminé par un assaut du GIGN ou des forces comme la BRI ou la BRB. Et derrière, on a des personnes qui ont la vingtaine, 20-25 ans, qui en général sont un peu dans le trafic de stupéfiants, mais à toute petite échelle. Par exemple, des charbonneurs dans les cités et tout ça. Et aujourd'hui, on a ces personnes qui se retrouvent comme ça sur le banc des accusés à se prendre potentiellement du 15 à 25-30 ans, puisque là, c'est des circonstances aggravantes. Vraiment, c'est le plus, hein, finalement, d'un point de vue purement légal. Après, est-ce que la loi sera pleinement appliquée, etc. Je rentrerai pas là-dedans, mais en tout cas, d'un point de vue de ce qui est prévu, c'est le pire qui puisse arriver. Et on se dit, ces personnes mettent en jeu l'intégralité de leur vie pour un billet de quelques milliers, maximum peut-être 10, 20, 50 000 euros pour l'équipe comme ça qui commet ce genre de méfait. Le ratio risque-récompense, alors que derrière, potentiellement, ça peut être un coup dans l'eau en plus vis-à-vis des personnalités qui sont prises. C'est complètement fou de se dire qu'on en est arrivé aujourd'hui à un truc où
voilà, ça peut aller jusqu'à potentiellement tuer une personne, hein, on va dire les choses concrètement, et pour rien en fait. Et c'est un peu ce sentiment-là et qui crée un peu ce truc ultra anxiogène. Et pour autant, eh bien, quand on regarde un peu les datas, on va dire un peu plus en profondeur, oui, quand il y en a un, on en entend parler, et oui, ces 2-3 dernières années, il y en a eu plusieurs, ce qui fait que petit à petit, on voit que le phénomène est en train de s'accélérer. Mais quand on regarde la délinquance du grand banditisme, notamment des années 50, 60, 70, 80, etc., il y avait des codes à l'époque, c'est clair et net, chose qui n'est plus vraie aujourd'hui, et notamment le fait de kidnapper comme ça des membres de famille, etc. C'est des choses qui, sur le grand banditisme d'antan, il y avait des codes où il fallait que ça parte très très loin pour que ça commence à enlever des familles ou ce genre de choses. Aujourd'hui, voilà, c'est une délinquance qui est complètement débridée, qui n'a aucune règle, aucune foi, aucune loi, et c'est vrai que ça peut choquer en fait de par la diffusion et la rapidité de l'information, où on se dit ah ben ça y est, tout le monde, dès qu'on a 100 euros en crypto, on va se faire braquer. Il y en a plein là sur les réseaux sociaux qui sont en PLS à se dire tout simplement voilà, moi je vais plus en parler à personne. Il y a déjà des membres de ma famille qui sont au courant ou des trucs comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en train vraiment d'avoir peur vis-à-vis de leur détention de crypto, et je pense que c'est exacerbé justement par les réseaux sociaux et par le fait qu'aujourd'hui on a l'impression que dès qu'il y a une information, ça devient une généralité. Et c'est pour ça aussi que quand il y a des fausses informations qui circulent, ou quand il y a des dramas qui sont turbo-alimentés par plusieurs comptes, etc., que ça soit pour tous ces youtubeurs qui ont été accusés de je ne sais quoi ces dernières années, et voilà, on en a vu plein. Il y en a certainement pour qui c'était vrai, d'autres parfois certainement non, et qui ont été déboutés justement par la justice. Et derrière, en fait, une fois que quelque chose sort en public, c'est quasiment impossible de faire machine arrière et de faire paraître un semblant de vérité qui, de toute façon, n'intéressera pas la masse, puisque c'est la loi de Brandolini, je crois. On va dépenser 200, 300, 400% d'énergie pour essayer de rétablir une certaine forme de vérité quelque part, alors que pour celui qui lance le pavé dans la mare en première intention, il n'y a que 10% d'énergie à fournir, et ensuite, voilà, ça ne coûte rien, en tout cas, de lancer des alertes comme beaucoup aiment à se l'appeler. On appelle ça les e-justiciers, ou je sais pas comment on pourrait les appeler, mais en tout cas, bon, je pars du principe que quand des personnes recueillent des éléments suffisamment importants pour être transmis à une administration, notamment la police ou la cybercriminalité ou plein d'autres choses, c'est pas sur les réseaux sociaux que ça doit se passer, et ça n'est pas non plus les tribunaux populaires, et notamment sur X, qui donneront quelques résolutions positives à ce genre de situation, tout simplement. Donc voilà, c'était le petit aparté autour de tout ça, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui en parlent, et c'est normal vis-à-vis des derniers faits qu'on a vus. J'ai vu passer notamment des extraits de France 2, de TF1. Je crois que Owen Asher est passé sur TF1 aux 20h. Enfin bref, ça a été quand même vraiment assez diffusé médiatiquement de façon très élargie. Mais malheureusement, à chaque fois que quelque chose passe à la télé pour la crypto, on a la sensation que c'est pour du négatif. Et du coup, pour la masse au global, eh bien, tout le monde pense que ça y est, c'est le Far West, que tout le monde va se faire prendre comme ça en sortant de chez soi et ce genre de choses. Donc bien entendu, le but, c'est de pas flex, comme on dit dans le milieu, dans le jargon, et de montrer votre richesse partout, tout le temps sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi quelque part quelque chose d'autoréalisateur avec toutes les personnalités, notamment à Dubaï, qui n'ont rien à craindre, entre guillemets, qui se sont affichés avec beaucoup de richesse ces dernières années. Mais c'est pas consécutif qu'à la crypto, hein. Pour le coup, ça date des dropshippers, des infopreneurs et de tous ceux qui ont fait miroiter à toute cette génération naissante des 15-25 ans de maintenant. Donc on va dire les 2000 et les 2010, qui pensaient qu'il n'y avait que l'oseille qui comptait, et qu'on allait se faire un petit billet vite fait bien fait comme ça au casino ou en crypto ou en autre chose. Avant les cryptos, c'était le dropshipping. Donc aujourd'hui, on arrive à une situation, oui, qui est bien cristallisée, une situation sur laquelle il faut avoir conscience des dangers, mais une situation aussi qui est fortement exacerbée par les réseaux et sur laquelle il faut savoir aussi prendre un petit peu de recul. 99,4 pour le DXY, stabilisation entre les 99 et les 100 points pour le dollar américain. Le gold qui nous a fait un maxi rebond, des 3002 aux 3430 cette nuit. On va voir ce que ça donnera, mais pareil, on est toujours tellement haut perché pour le gold que pour
l'instant, bien entendu, n'importe qui de normalement câblé n'irait pas acheter sur la zone sur laquelle on est pour les métaux. Si un jour vous avez prévu d'en mettre de côté, eh bien attendez tout simplement que ça finisse par redescendre. Le S&P 500 qui pour l'instant trouve un barrage autour de la moyenne mobile 50 qui se trouve à 5700 points. Donc c'est le statu quo et c'est certainement ce qui va nous permettre de construire autour de cette zone, autour de l'été. En tout cas, j'espère, pour casser un peu la volatilité. Et enfin, on clôturera avec le monde, le CW8 que vous pouvez avoir sur votre PEA en France en euros. Donc c'est Amundi qui l'édite, 519 € aujourd'hui. Et on est sous résistance qui se trouve juste au-dessus à 520-525 €. Là aussi, on pourrait faire le marchepied, revenir quelque part entre 500 et 495 où nous attend la moyenne mobile 100. Donc on va voir comment on va se matérialiser ce mois de mai déjà, qui pourrait donner la couleur pour l'été. Et j'espère vivement, comme je vous l'ai décrit autour de cette émission, que cet été, on va casser la volatilité pour nous permettre vraiment d'embrayer quelque chose d'un peu plus positif autour de l'automne 2025. Je vous souhaite une excellente journée. Peut-être un peu plus long autour du blabla, mais je pense que c'est des choses qui sont importantes tant sur la gestion de votre portefeuille que la gestion de vos émotions, que la gestion de votre sécurité et de pas dire tout et n'importe quoi à n'importe qui quelque part. C'est aussi important aujourd'hui de gérer le côté vie privée que l'hygiène numérique et bon nombre d'autres choses. Donc j'espère que tout ceci vous permettra de vous sensibiliser au sujet tout en ayant bien en tête de ne pas rentrer dans une parano en effet, comme j'ai parfois vu un peu du côté des réseaux sociaux ces derniers jours où il y a beaucoup de personnes qui étaient inquiètes, un peu de la même façon que des personnes qui ont 1000 balles en crypto et qui s'inquiètent de si le fisc va pas leur faire un contrôle fiscal sur 8 générations. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve ce week-end. Ciao, ciao.